C'est une diplomatie de la force. Et à partir du moment où Trump dit « je suis la première puissance mondiale », on m'obéit. On m'obéit et tout se termine par une négociation commerciale. C'est ce qu'il veut, oui. C'est ce qu'il veut, en réalité. Il choque pour pouvoir... Donc, il y a la menace et les évangélistes ne sont pas connus pour leurs nuances dans l'expression de leur foi. On peut le dire, Grégory. Je laisserai les commentaires de Maître Jean-Paul Benoît. Non, je le dis. Bon, déjà, c'est évangélique, hein, pas évangéliste, mais c'est encore deux choses différentes. Je précise. Mais voilà. Vous êtes très renseigné sur la syntaxe. Oui. Bah, je le dis avec prudence et respect. Premier sujet donc, l'incroyable menace de Donald Trump qui a demandé au Pentagone, c'était début novembre, de préparer une intervention militaire, pour, dit-il, une intervention militaire rapide et brutale au Nigeria pour sauver des milliers de chrétiens victimes de terroristes islamistes. Le gouvernement nigérien qu'il accuse de fermer les yeux sur ces massacres a réagi en dénonçant une instrumentalisation politique d'une situation bien plus complexe que ne le prétend Donald Trump. Alors, je me tourne vers vous, Maître Jean-Paul Benoît. Alors, on peut s'étonner de cette fixation sur les chrétiens de Donald Trump, dans un contexte où toute la communauté, il faut le dire, sont visées par les violences terroristes. Oui, M. Trump, c'est le président à la menace. Il menace tous azimuts. Et là, effectivement, il a trouvé un sujet, les chrétiens. Et puisque c'est une espèce de croisade qui fait non seulement au Nigeria, mais ailleurs. C'est un axe de sa communication. Et d'ailleurs, son vice-président, quand il était venu en Europe, s'était exprimé sur le même sujet. Alors, la situation au Nigeria, elle est très complexe. C'est un pays immense, très peuplé, mais qui a toujours 220 millions d'habitants. Mais qui a toujours eu des problèmes de bonne gouvernance et de violence. Donc, ce que dit Trump, d'ailleurs, il a changé le nom du ministère des Armées, ça s'appelle le ministère de la Guerre. Ça ne s'appelle plus le ministère de la Défense. Donc, il menace tous azimuts. Alors là, il a trouvé, comme d'habitude, c'est une espèce de simplification et qui n'aidera pas à régler le problème. Au contraire, il va exacerber les tensions qui existent et c'est la politique du bouc émissaire. D'autant qu'il n'y a pas que les chrétiens qui sont menacés par les terroristes au Nigeria. Il y a un problème global de maintien de l'ordre et de sécurité au Nigeria. Et ça n'est pas seulement ce président et ce gouvernement. C'est hélas inhérent à la vie politique de ce pays depuis de nombreuses années. Donc, on peut même dire d'ailleurs que le gouvernement nigérian s'en sort plutôt pas mal dans la lutte contre Boko Haram, quand on voit évidemment ce qui se passe ailleurs dans le voisinage. Oui, alors, ils sont sur les islamistes, ils ont été réactifs, et effectivement, quand on voit ce qui peut se passer au Mali demain, on peut être interrogatif et inquiet. Donc, je ne vois pas très bien ce à quoi Trump veut aboutir. Alors, il va sûrement avoir une négociation avec le président et il va faire comme d'habitude. Il va annoncer des droits de douane à 200%, après il les mettra à 100%, et puis après à 20%. C'est la menace qui sert de politique extérieure pour les essayer. Et de communication politique. Et c'est une communication à partir de... Je représente le bien, je représente les valeurs chrétiennes, et donc je suis le président du bien et c'est moi qui dis la morale. Une approche primaire de la politique, degré zéro de la politique. C'est en tout cas une approche caricaturale et dangereuse de la politique. Je ne sais pas quelle est la culture en matière d'étude des religions de M. Trump. Pour lui, la religion est un slogan davantage qu'une foi, qu'une méditation ou qu'une ascèse spirituelle. On pourrait même se demander si lui et son cercle d'amis savent réellement où se trouve le Nigeria sur une carte du monde. J'espère quand même qu'il a regardé une map monde. On en doute parfois d'ailleurs. On en doute parfois. On en doute parfois. Voilà, donc c'est l'immobilier qui sert de religion finalement. En tout cas, il a déclaré ceci, monsieur, le christianisme, dit-il,
est confrontée à une menace existentielle au Nigeria, où des milliers de chrétiens sont assassinés. Alors, comment déclencher une intervention militaire sur la base d'un constat, je veux dire, aussi délirant, Ben Yassine? Déjà, on a un air de déjà-vu, parce qu'il avait fait la même chose avec l'Afrique du Sud, les fameux blancs qui étaient décimés. Donc, bon, là, on avait accusé aussi Elon Musk, qui était à ses côtés, mais cette fois-ci, pour le cas du Nigeria, quand même, c'est un peu bizarre, cette façon de faire, parce que là, c'est une méconnaissance totale du Nigeria, de l'histoire de ce pays, de sa géographie et de sa composition ethnique et de son histoire récente, parce que ça a été déjà évoqué, il y a Boko Haram qui est là sur place et qui ne fait pas de distinction entre les Nigérians, quelle que soit leur origine ou bien leur confession religieuse, donc qui fait des victimes aussi bien chez les musulmans que chez les chrétiens. Et ensuite, moi, j'avais toujours cru comprendre qu'au Nigeria, au niveau de certaines régions, c'est les chrétiens qui sont majoritaires. Et j'ai pris la précaution de vérifier, effectivement, avant de venir, sur les 210 millions, il y a au moins 91 à 97 millions de Nigérians qui sont de religion chrétienne. Surtout les Yoruba et un peu vers le golfe du Bénin, donc là où on produit beaucoup de pétrole, parce que les Haoussa et les autres sont plus vers le nord. Et donc je me demande, et surtout c'est la rhétorique et la façon de faire qui dérange énormément, parce que c'est toujours à travers son réseau social que Trump lance son message. Ce message est repris ensuite par la Maison-Blanche avec de faux montages. Et dans le cas du Nigeria, je pense qu'il y a deux aspects qu'il ne faudrait pas négliger. Le premier aspect, le Nigeria a besoin des États-Unis sur le plan militaire pour encore faire face à Boko Haram, parce que la menace n'est pas encore complètement effacée. Et deuxièmement, Trump a toujours un objectif économique et il sait que le Nigeria a besoin des États-Unis sur le plan économique pour faire écouler certains de ses produits. Et donc voilà, on est toujours dans cette rhétorique, on est toujours dans cet aspect théâtral avec Trump, dans ses tromperies. Alors, Grégory Sileni, Ben l'a évoqué rapidement, derrière cette position de Donald Trump, il faut dire qu'il y a la pression des groupes chrétiens évangélistes qui soutiennent Donald Trump et qui accusent d'ailleurs le monde entier de violence contre les chrétiens. Donc voilà, c'est quand même, on a quand même affaire aussi, je dirais, à une vague idéologique qui sous-tend cette décision, cette déclaration de Donald Trump. Moi, dans les propos de Donald Trump, je distingue deux choses. Il y a la première chose qui relève pour moi du sociétal, qui est les répercussions d'une guerre où il y a des victimes. Et on s'aperçoit, parce que j'ai regardé, je rejoins ce qu'a dit Maître, où il y a une complexité, c'est très complexe la situation du Nigeria. Le pays, si on devait un peu le schématiser, il est scindé en deux. Les États du Nord sont principalement musulmans, il y a 12 États qui appliquent la charia, et l'autre moitié est chrétienne. Dans le pour aller vite. Oui, je schématise, j'ai précisé, je schématise. On dit 45% de musulmans, 45% de chrétiens. Dans ce contexte de guerre, il y a 2 millions de déplacés qui ont été victimes par rapport aux terroristes, le Boko Haram et l'État islamique Afrique de l'Ouest. Ce qu'on constate, j'ai regardé plusieurs chiffres, parce qu'en fait, ce qu'on reproche aussi à Donald Trump, c'est qu'il s'est appuyé sur les chiffres de Portes Ouvertes, Open Doors, qui, il faut le rappeler, quand même une ONG néerlandaise qui agit depuis maintenant 70 ans, qui recense tous les persécutés chrétiens dans le monde. Et on lui a reproché d'utiliser, parce qu'on sait que c'est une ONG qui est protestante, évangélique, on a reproché ça. J'ai regardé d'autres chiffres. Orpha, Observatoire de la liberté religieuse, qui regarde donc les chiffres et la situation, on constate tout de même qu'entre 2019 et 2023, il y a 16 000 chrétiens, 16 769 chrétiens qui ont été tués, et musulmans, on en voit 7 722. Donc c'est pour ça que je dis, de manière factuelle, il y a quand même des chrétiens qui sont plus victimes, alors que on sait que c'est dans les États du Nord qu'il y a les djihadistes. Donc il y a quand même un questionnement pour moi où ça interroge et qui est légitime.
Ça, on va dire, c'est de là à déclencher une intervention militaire. Non, de l'intervention militaire. Non, c'est pour ça que j'y viens. Pour moi, il y a un deuxième aspect. En plus, c'est une affaire locale, quoi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bah, non, mais je vais y venir après. C'est un fait qui relève de la souveraineté de l'État nigérian. Tout à fait d'accord. Et en plus, ce qui sous-entend dans son propos, c'est qu'il y aurait une sorte de génocide envers les chrétiens. C'est pour ça que là, après, on commence à dévier. Et moi, je fais attention avec Donald Trump parce qu'il a toujours ce glissement où il veut pousser les observateurs à tomber dans un manichéisme. Et après, du coup, tout est biaisé dans notre analyse. De toute façon, il n'interviendra pas militairement. Non, il n'interviendra pas, c'est sûr. Après, la deuxième chose que je vois, et là, je vais rejoindre du coup ce que vous soulevez, Francis, il y a la logique de Donald Trump qui a changé, parce qu'il faut le savoir, son premier mandat, son premier quinquennat, il ne se préoccupait pas du tout de l'Afrique. Il y a une politique africaine qui a été mise en place, notamment par Troy Fischwell, ancien ambassadeur en Guinée-Conakry, où maintenant il veut clairement faire une diplomatie économique. Et moi je pense que dans son propos, on sait très bien que le Nigeria, deuxième partenaire économique en Afrique, on sait qu'il y a le pétrole, il y a des échanges importants entre les deux pays. Donc moi je pense que Donald Trump est plutôt dans cette logique-là, toujours, et cette menace peut du coup tendre vers sa diplomatie économique et aller dans les intérêts américains. Sachant aussi que... impériale, voire... voilà, c'est quand même une diplomatie impérialiste. Impérialiste, oui, clairement. Impérialiste, clairement. Et aussi, ce que je voulais préciser, ce qui change à la Maison-Blanche, c'est que maintenant, il y a un bureau de la foi, où c'est Paula White qui est à la tête de ce bureau de la foi depuis le mois de février, chose qui n'existait pas précédemment. En tout cas, ça avait un autre nom, c'était un bureau confessionnel. Là, c'est un bureau de la foi. Et il y a, c'est vrai, cette diplomatie qui associe aussi la dimension chrétienne. On l'a vu. Paula White est partie en RDC et a fait des prières, notamment avec Félix Tshisekedi. Donc voilà, exactement. Donc voilà, il y a cette logique-là qui associe donc diplomatie économique, dimension et valeurs chrétiennes, et toujours la logique d'intérêt de Donald Trump. Et aussi, je dirais, une touche quand même, de démarche raciale ou raciste, parce qu'on faisait tout à l'heure, on évoquait sa position vis-à-vis de l'Afrique du Sud, où il a déclaré que les Afrikaners, que les Blancs sud-africains étaient menacés de génocide en Afrique du Sud. Là, de toute façon, quand il tient ses propos... D'ailleurs, à l'époque, Elon Musk lui murmurait à l'oreille. Oui, bien sûr, c'est ce que Ben rappelait. Lui, Donald Trump part toujours à sa base. Quand il s'adresse comme ça et il essaye d'attirer un peu... en tout cas, ça provoque un battage médiatique. Sa base, il pense aussi. Oui, il le pense, mais il parle quand même de sa base électorale. Mais pour Trump, les Américains, c'est la race supérieure. Je le dis aussi brutalement. Je mets quand même entre guillemets. C'est le grand pays. Il y a de ça. C'est ça. Il est en train de rassurer le lobby, entre guillemets, évangélique, en tout cas les évangéliques qui sont autour de lui, en disant, voilà, moi je me soucie de la cause chrétienne. Et voilà le discours de Donald Trump. C'est ça. C'est quand même une démarche impérialiste, parce que une fois de plus, il repositionne les États-Unis comme un pays puissant, donc qui peut faire la loi dans le monde entier. On pense au Groenland, par exemple, la menace sur le Groenland. Oui. On pense également à ce qui se produit aujourd'hui contre le Venezuela. J'allais le dire, effectivement. C'est une diplomatie de la force. Et à partir du moment où Trump dit « je suis la première puissance mondiale », on m'obéit. Et tout se termine par une négociation commerciale. Parce que c'est ce qu'il veut, en réalité. Donc, il y a la menace, et les évangélistes ne sont pas connus pour leurs nuances dans l'expression de leur foi. On peut le dire, Grégory. Je laisserai les commentaires de Maître Jean-Paul Benoît. Non, je le dis. Bon, déjà, c'est évangélique, pas évangéliste, mais c'est encore deux choses différentes. Je précise. Vous êtes très renseigné sur la syntaxe. Oui. Je le dis avec prudence et respect. En tout cas, le gouvernement nigérian a choisi la voie diplomatique pour répondre à la Maison-Blanche en invitant les autorités américaines à mieux s'instruire sur la complexité des situations, des conflits, aussi bien au Nigeria que dans d'autres pays d'Afrique. On a évoqué d'ailleurs, à Abuja, on évoque la RDC, etc., où la situation est tout aussi complexe, évidemment. Et le seul paramètre religieux pour comprendre ces conflits paraît évidemment singulièrement limité. Mon cher Gratien, que pensez-vous de tout ça? Oui, ce que je pense, c'est que il a raison, Grégory. En fait, il y a le volet, il a besoin en fait de contenter son électorat, l'électorat évangélique, oui, justement, les protestants qui sont un peu intégristes. Et parce qu'il y a aussi les élections, mais en même temps, il y a les négociations pour l'économie nigériane, éventuellement, comme dans plusieurs pays africains, qui se tournent vers la Chine. Et à un certain moment, il faut essayer de les cadrer, de les ramener sur entre guillemets, la bonne voie. Mais en réalité,
il a beau mobiliser le Pentagone, tout ce qu'il fait, là, les États-Unis ne peuvent pas intervenir au Nigeria. Techniquement, c'est impossible. Techniquement. Je dis bien techniquement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un ennemi désigné. L'ennemi désigné n'est pas un endroit donné. On ne trouve pas Boko Haram ou État islamique à un endroit donné qu'on va trouver. Deuxièmement, il s'attaque à l'État. Quand on voit bien, il s'attaque à l'État nigérien. Ce n'est pas les islamistes. C'est comme si c'est l'État qui favorise les tueries contre les chrétiens. Et il ne peut pas attaquer l'État pour lutter contre ça, c'est vraiment incompréhensible. Et il ne peut pas s'attaquer à ces islamistes. En fait, on a l'impression qu'il n'a pas retenu la leçon de la Somalie. Et au moins, ce qu'il devait faire, éventuellement, s'il dit bien qu'il veut lutter contre Boko Haram et l'État islamique qui se trouve dans le nord du Nigeria, au moins, il peut leur donner les drones, il peut faciliter les renseignements au niveau des satellites pour les téléphones, autre chose, pour les aider à lutter contre les islamistes. Mais il n'est pas à ce niveau et on verra. C'est à l'ordre du jour maintenant. À un certain moment, on va oublier parce que ce n'est pas comme le Venezuela. Venezuela, c'est autre chose. Ils ont un litige idéologique. Mais pour le Nigeria, à mon avis, c'est pour amuser la galerie. Comment vous expliquez alors que le chef du Pentagone, Pete Hegseth, a confirmé récemment qu'une intervention au Nigeria était bien en préparation? Est-ce que tout ce monde est sérieux? Non, pas du tout. Mais c'est lui qui dirige le Pentagone, il reçoit l'ordre que dans les médias du président. Il va dire dans les médias qu'il est en train de se préparer. Mais en réalité, il n'a pas reçu l'ordre militaire. Et il n'y a pas de préparation militaire pour intervenir au Nigeria. C'est, comme je l'ai dit, il intervient comment? Contre l'État nigérien, contre l'armée nigériane, contre Boko Haram. On ne peut pas intervenir contre Boko Haram et sans être avec le gouvernement. On ne peut pas intervenir contre le gouvernement. Les Américains, ils sont incapables de débarquer en Nigeria. Ils ont une formation militaire qui n'est pas adaptée à la structure du pays, à moins de raser le pays, comme ils ont fait en Irak. C'est l'expert militaire qui a parlé. Oui, mais Trump n'a pas du tout l'intention d'intervenir. Et j'ajoute que quand le secrétaire d'État à la Défense a été nommé, il y a eu des interrogations importantes sur sa compétence. Oui. Donc il répète ce que dit Trump. Oui. Et le haut état-major américain continue à avoir des interrogations sur la compétence. On peut quand même s'inquiéter. Jean-Paul Benoît, on peut quand même s'inquiéter d'autant de légèreté de la part des dirigeants de la première puissance mondiale. C'est une vraie interrogation, une véritable inquiétude. C'est un problème pour le monde aussi. Pour le monde. C'est bien ce que je dis. C'est la première puissance du monde. Ça, c'est vrai. Mais on est dans une espèce de logorée schématique et virulente. Grégory ? Oui, juste une précision sur la notion de diplomatie économique. Il a fait brandir quand même la menace de la suppression des aides. Donc on voit bien qu'il est dans cette rhétorique. Il a fait la même chose avec l'Afrique du Sud. Oui, c'est déjà fait. Voilà. Après, il y a un deuxième aspect quand même que je veux aussi mettre en exergue, parce que on parle beaucoup en Afrique de deux aspects dans nos nombreux échanges, où il y a des luttes d'influence, notamment sur le plan économique, avec la présence de la Chine et l'Occident, sur le plan sécuritaire, avec la Russie. Mais il y a aussi le volet religieux, où il y a l'Arabie Saoudite et le Qatar qui sont très présents, qui font aussi du soft power. Et on peut penser aussi, je pense, que Donald Trump a aussi cette idée sur la dimension chrétienne pour être aussi présent sur le continent africain. Peut-être cette idée, mais on ne la comprend pas très bien. On est là pour il ne va pas convertir les musulmans. Il ne va pas convertir les musulmans. Non, c'est d'être présent sur le continent. Grégory dans la tête de Donald Trump. Oui, non, mais moi je pense qu'il y a ce volet-là. C'est difficile de faire l'exégèse quand même de ce qu'il dit tous les jours. Oui, c'est toujours compliqué. Parfois c'est un peu trop simple d'ailleurs. C'est simple, mais trop compliqué. Justement. En tout cas, je ne résiste pas à vous lire. On parlait beaucoup justement du parallèle avec l'Afrique du Sud. Je voulais citer ce journaliste mauritano-guinéen qui écrit que, je cite, cette fervente défense des chrétiens nigérians fait écho aux positions de Donald Trump concernant les Afrikaners, descendants des premiers colons européens en Afrique du Sud, évoquant un prétendu génocide à leur encontre, ce qui suggère une approche idéologique plus large de la politique africaine de Trump. Parce qu'il y a de l'idéologie. Oui, bien sûr. De l'idéologie quand même. On sait quand même à
à quel répertoire idéologique on a affaire à la Maison-Blanche aujourd'hui, M. Jean-Paul. Tout à fait. Bien sûr. Tout à fait. Nommez-le. Quoi, nommer ce répertoire idéologique auquel on a affaire. C'est une idéologie rudimentaire et violente. Oui. Au choix. Il n'existe pas dans les catégories connues. Non, c'est une création permanente, Trump. Oui. À partir d'une analyse très simpliste. Et voilà, il parle. Et après, effectivement, comme le disaient nos amis, dans quelques jours, il passera à autre chose. Il y a quand même plus qu'une proximité avec les idéologies d'extrême droite. Oui, enfin, que les idéologies d'une droite autoritaire, en tout cas. D'accord. Bon, je préfère le mot droite autoritaire qu'extrême droite. De temps en temps, l'autoritarisme aussi est extrême. Non, mais c'est ce qu'il veut, Trump, d'ailleurs. Un pouvoir autoritaire, on le voit, il s'attaque aux universités, aux juges, et la religion est commode pour dire, ben voilà, moi je dis le bien, et les autres disent le mal.